Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. À la une de ce 20h, le dialogue politique organisé à Cotonou il y a un an environ. Quel bilan peut-on en faire? Des réflexions se mènent sur le sujet. Plusieurs acteurs et analystes échangent à cet effet. James William Bagidi nous fera le point. Rentrée académique à l'université d'Abomey-Calavi au titre de l'année 2020-2021. Le top est donné ce mercredi à travers une cérémonie solennelle. Une rentrée qui s'inscrit dans la droite ligne des actions menées pour la modernisation de cette université. 28 octobre, date de célébration de la journée du cinéma d'animation. C'est une journée commémorative de la première projection d'un dessin animé fait le 28 octobre 1892. Quel est le processus de réalisation des dessins animés? Fifamé, Salomé Atadeji nous en dit plus. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction de l'Assemblée nationale, un document de plusieurs centaines de pages qui illustre à suffisance des avancées notoires sur le chemin des réformes à l'ère du président Louis Vlavonou. Le premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale au titre de 2020 a été présenté aux députés. Guillaume Avienou. Le premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale au titre de l'année présenté aux parlementaires s'articule autour de 2 grands axes. Les dites activités au plan interne et au plan externe. À l'interne, les activités du président de l'institution se résument entre autres à la participation aux différentes plénières qui ont accouché de 17 lois ordinaires, au contrôle de l'action gouvernementale avec à la clé 11 questions orales non examinées relatives à divers sujets et une question d'actualité ayant trait à la récurrence des accidents de la circulation sur la route Akasato-Alada. Une préoccupation non encore examinée également, laissant penser que ce volet des prérogatives du député reste le talon d'Achille de la 8e législature. Une impression qu'on garde de l'institution au sein de l'opinion que Louis Vlavonou voudrait dissiper à partir de réformes bien pensées. Permanentes, notamment celle de financer des échanges dans le contrôle des entreprises fait partie de leur mission, nous aidera à aller plus loin. Une feuille de route a été déjà élaborée par cette commission et qui est en étude au niveau du bureau. Le président de l'Assemblée nationale assure que le gouvernement viendra donc répondre aux questions posées par les députés au cours de la présente session. Le numéro 1 du Parlement déclare avoir de grandes ambitions pour le rayonnement de l'institution et c'est ce qui explique que selon lui les réformes engagées par ses soins dans la gestion administrative et financière de l'Assemblée nationale. Pour preuve, la création d'une direction des services de l'information et de la communication, des organes de passation des marchés publics et d'une cellule d'audit interne. Au plan externe, les activités du président de l'Assemblée nationale restent caractérisées par un déplacement sur Kigali pour recevoir le Grand Prix africain des services d'État de la Fondation 225 et un autre à l'intérieur du pays, au chevet des sinistrés du bassin du fleuve Niger, dans le département de l'Alibori, au nord du Bénin. Notre ambition pour le Parlement de développement est grande. Chaque jour qui passe, des pas non négligeables
sont posées dans le sens du retour de notre Parlement. Il ne serait pas exagéré d'affirmer que la motion a été bonne, même s'il reste encore beaucoup à faire. Louis Béounou Vlavonou s'engage avec les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale à travailler à mettre véritablement le Parlement béninois au service du peuple. Et puis à la fin de la présentation du premier rapport d'activité au titre de l'année 2020 du président de l'Assemblée nationale, quelques députés ont réagi. Voici quelques réactions de députés au micro de Guillaume Avianou et Brice Sombo. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Votre expérience de vie, vous la mettez au service de l'Assemblée, au service de notre peuple. Je voudrais ici encore vous renouveler toute ma reconnaissance et que l'Éternel Dieu, pouvoir de vie, vous aide à relever les défis pour le bonheur de notre peuple. La qualité du présent rapport montre que vous veillez vous-même au grain, particulièrement afin que le travail fini soit apprécié à justice. Avec la pandémie Covid-19, la participation aux réunions internationales est difficile, voire impossible. Et nous sommes contraints tous aux visioconférences. Nous sommes à l'ère de la dématérialisation des actes administratifs. Pour pouvoir être au rendez-vous et faire face à tous ces changements, il faut une connexion de haut débit. Et je profite pour revenir sur cette question de contrôle d'action gouvernementale que nous devons revoir les donnes et faire de manière à ce que nous allons plus vers des contrôles d'investigation. Toute organisation à mettre sur pied à l'Assemblée pour que cela soit une réalité. Monsieur le Président, j'insiste et je vous demande de prendre les taureaux par les cornes pour qu'à ce niveau-là, les choses changent. On ne quitte pas l'Assemblée nationale. Une mission à Kigali pour recevoir un prix international et une autre à l'intérieur du pays au chevet des sinistrés des inondations de la région du bassin du fleuve Niger. Les députés ont eu droit en ce début de semaine au compte rendu des dites missions. Guillaume Avianou nous en parle. 2 documentaires de 30 minutes chacun pour rendre compte des missions parlementaires conduites par le président de l'Assemblée nationale, l'une à l'étranger et l'autre à l'intérieur du pays. La première mission a été le déplacement de Louis Béounou Vlavonou le 13 octobre dernier à Kigali au Rwanda pour recevoir au nom du Bénin le Grand Prix africain des services d'État de la Fondation 225, une fondation burkinabé, et de sa femme comme internationale de la Côte d'Ivoire. Lorsque, à l'international, sans coup férir, on nous apprécie, on suit de loin le travail que nous faisons, qui est un travail de qualité, et qu'une organisation internationale nous décerne un prix d'excellence. Et c'est à votre actif. Il faudrait bien qu'on essaie de vous dire que de l'extérieur, d'autres nous observent. Pour le président Vlavonou, le Grand Prix africain des services d'État décerné au Parlement béninois reste une invite à l'opiniâtreté et à l'abnégation. C'est notre rôle de continuer à faire de la diplomatie offensive, de manière à ce que de l'extérieur, ça puisse impacter ceux qui, à l'intérieur, déblatèrent sur la légitimité de notre Parlement. Le second documentaire, de même format que le précédent, résume la récente descente d'une délégation de parlementaires ayant à sa tête Louis Béounou Vlavonou dans les localités sinistrées de l'Alibouri à la suite des dégâts causés par les inondations consécutives de la montée des eaux des fleuves Niger et Okpara. Dans cette partie du Bénin, les gens sont pauvres. Les gens n'ont aucune assistance pour faire quelque chose qui puisse tenir
ne serait-ce que contre des calamités qui tous les jours ou qui chaque année se produisent. Donc je m'associe à vous pour lancer un cri de cœur sur cette affaire, pour que le verbe que vous avez voulu amener de là-bas, qui donne de l'espoir, soit se concrétise dans la réalité. L'inondation a été toujours un problème. Et cela interpelle le gouvernement. Et je m'oblige à demander au moment opportun au gouvernement quelle est la politique que le gouvernement est en train d'adopter face aux problématiques de l'inondation au Bénin. Au regard des catastrophes engendrées par les inondations chaque année dans le pays, le Parlement souhaite aller plus loin pour amener les pouvoirs publics à prendre des mesures hardies afin de réduire la vulnérabilité des populations concernées. Cette initiative que vous avez prise est une initiative à multiplier. Ces genres de déplacement des députés de fonds, mais à titre individuel, de façon officieuse, ça n'apporte pas grand-chose. Mais tel que c'est fait, tel que c'est initié, quand nous le faisons comme ça et que nous venons ici dans l'hémicycle et on la rencontre avec un support audiovisuel, tout le monde est informé au même niveau. Malanville a été mon premier poste. Et ce problème d'inondation se posait toujours et s'est posé encore cette année. Je ne voudrais pas que nous nous arrêtons à de simples interrogations au gouvernement. Mais je voudrais plutôt qu'on en fasse une injonction, voire une exhortation pour l'élaboration d'un programme d'urgence. Un programme d'urgence pour prévenir les catastrophes et leurs conséquences dans ces régions du Bénin, mais surtout pour montrer aux populations des dites régions qu'elles n'ont pas été oubliées des politiques de développement, insistent les députés. Retour sur la rentrée diplomatique effectuée hier mardi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Au nombre des sujets abordés, la réforme du système partisan, occasion pour le porte-parole du gouvernement de rappeler la philosophie qui a nourri sa mise en œuvre, à savoir replacer les partis au cœur de l'animation de la vie politique. Nicanor Corvi et Mathieu Sokenou ont recueilli pour nous ces propos. Regardez. Nous sommes venus ou revenus de très loin. Pour faire court, notre pays a vécu sous un joug totalitariste de 1972 à 89, voire 90, puisque le brillant homme qui a dirigé notre pays et qui a marqué bien des générations n'a pas été élu. Il a pris la tête de notre pays à la suite d'un putsch et notre pays était connu pour son instabilité politique et institutionnelle, puisque c'est le pays d'Afrique qui a connu le plus de coups de force. Coup de force auquel un ultime, a mis un terme en 72 jusqu'en 89 avec un parti unique, une pensée unique qui a conduit à la faillite de notre pays et qui a donné naissance à ce que nous avons appelé la conférence des forces vives de la nation de 1990, point de nouveau départ de notre démocratie pluraliste. Et je voudrais retenir des conclusions de cette conférence historique, le décret, je veux dire, l'option qui a été prise par les conférenciers de doter notre système politique de ce qu'on appelle le multipartisme intégral. C'est le critère fondamental qui a permis à nos aînés de considérer que un État démocratique est un État dans lequel on doit pouvoir créer autant de partis politiques que l'on veut. Et vous constaterez que toutes les polémiques tournent autour de ça. Quand il y a des dispositions qui corsent quelque peu et qui crédibilisent tout au contraire le processus démocratique, eh bien, on fait systématiquement référence à ce multipartisme intégral qui serait mis en mal pour dire que la démocratie est en berne. C'est ce qui a été fait en 1990 et le processus est devenu plus démocratique que l'on peut créer des partis politiques. C'est ce qui explique, et l'honorable a exposé, que en moins de temps, nous soyons parvenus, pour un petit pays d'aujourd'hui de 11 millions d'habitants, à plus de 240 partis politiques
enregistrés. Et ces partis politiques le sont généralement sur la base de considérations ethniques, régionalistes, familiales, animés par des hommes dits charismatiques qui doivent financer d'ailleurs eux-mêmes tous les militants, financer toutes les activités de leurs partisans. Et où est-ce qu'ils trouvent ces ressources? Forcément, à l'avantage de postes occupés, on s'arrange pour avoir une manne financière qu'on redistribue de cette façon. Voilà ce qu'on appelait animation de la vie politique de 1990 jusqu'à ce que nos réformes interviennent. La limite, d'ailleurs, de ces partis politiques, vous la retrouvez dans le fait que depuis 1990 à nos jours, aucun parti politique n'a réussi à hisser à la tête de notre pays un président. À commencer par le premier président du Renouveau démocratique, le président Soglo, qui n'a pas été élu par la Renaissance du Bénin, qu'il a créé seulement par la suite. Et c'est à l'issue de cette création de la Renaissance du Bénin qu'il n'a pas pu rempiler, il a échoué. Relayé par le président Kérékou, qui n'avait pas de parti politique. Et pourtant, nous avions des chefs de parti. Nous avons connu le même phénomène avec le président Yahya Boni, qui a dirigé le pays pendant 10 ans, sous le nez, à la barbe des chefs de grands partis, entre guillemets. Je veux parler du président Roumbédi, par exemple, ou du président Bruno Amoussou, qui se sont fait damer le pion par le président Yahya Boni, qui, sans parti, s'est fait élire et s'est maintenu à la tête du pays pendant 10 ans. Nous avons répété la même chose avec l'avènement au pouvoir du président Talon, qui n'était pas chef de parti, qui est allé tout seul en croisade contre les plus grandes formations politiques et qui a réussi quand même à écarter tous les candidats portés par un parti politique. Celui qui a été élu dans de telles conditions et qui avait déjà dans son projet de société annoncé la nécessité de cette réforme du système partisan qui a montré toutes ses limites, ne pouvait pas être controversé, d'autant que, l'honorable aussi l'a exposé, il y avait un consensus, pour ne pas dire l'unanimité, sur la nécessité de rationaliser les partis politiques et de remettre le parti politique au cœur de l'action politique. C'est ce que prescrit notre Constitution qui donne aux partis politiques la prérogative d'animer la vie politique. Et à travers ce bref rappel que je me suis permis d'effectuer, vous constatez que ces partis politiques ont tout fait sauf réussir à animer cette vie politique. La réforme véritable du système partisan est portée par la loi relative à la charte des partis politiques, avec un renforcement dans le code électoral du système électoral qui permet aux partis d'asseoir leur suprématie. Il y a la loi sur le financement public des partis politiques qui est une innovation dans notre pays et qui donc participe du renforcement de notre démocratie puisque c'est le premier axe du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, que je rappelle, c'est la consolidation de l'état de droit et le renforcement de notre démocratie. Donc tous les actes qui ont été initiés vont incontestablement dans ce sens en dépit des polémiques. Donc je disais que la réforme du système partisan est portée par ces deux législations ennemies et a pour objectif le renforcement, la prépondérance du parti politique dans la conduite des affaires de notre pays. Autre actualité dans ce 20h, il y a un an environ se déroulait au Palais des Congrès de Cotonou le dialogue politique voulu par le gouvernement comme la réponse à la dégradation du contexte politique national suite aux législatives de 2019. Plusieurs acteurs et analystes réunis ce mercredi 28 octobre ont entamé 2 jours de réflexion sur le sujet à l'effet d'en établir le bilan et de se projeter dans le Bénin d'après James William Baguidi et Simon Villon ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Voici leur reportage. Il avait vocation à contribuer à la réconciliation des Béninois, en particulier les acteurs politiques de tous horizons, que les circonstances des élections législatives de 2019 avaient contribué à diviser.
Un an après sa tenue, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite s'interroge à l'occasion de ce colloque international sur le bilan du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre 2019. Un an après cette initiative gouvernementale de dialogue politique, le NIMD, à travers son programme Riche for Democracy, se propose de faire une analyse rétrospective sur les acquis de ce dialogue politique national afin de capitaliser les leçons apprises pour l'enracinement de la démocratie au Bénin. Il convient de préciser que notre ambition ici, à travers ce colloque, n'est pas d'évaluer la mise en œuvre de ces recommandations, dont certaines sont projetées dans le long terme, mais d'apprécier le rôle central d'un tel dispositif de dialogue dans la stabilité de la démocratie béninoise. Notre objectif ici, à travers ce colloque, est d'offrir un cadre formel d'échange entre les acteurs politiques et la société civile autour des avantages du dialogue politique au regard de l'expérience d'octobre 2019. Et je me réjouis à cet égard que parmi les participants se trouvent d'importantes personnalités témoins du dialogue de Cotonou. Préoccupée elle aussi par une restauration complète du climat de confiance entre tous les acteurs politiques béninois, l'Union européenne prend une part active à l'organisation du colloque. Pour l'Union européenne, promouvoir la démocratie passe ainsi désormais par le soutien au renforcement du leadership politique. C'est la raison pour laquelle nous appuyons toute initiative de dialogue entre acteurs politiques, qui est un élément essentiel pour assurer la stabilité d'un système politique démocratique. La tenue de ce colloque, un an après le dialogue politique, se justifie donc pleinement pour en faire le bilan et apprécier les perspectives qu'offre un tel mécanisme de dialogue dans la stabilité de la démocratie béninoise. Je suis confiante que les échanges d'aujourd'hui et de demain permettront à tous les participants, représentants des partis politiques et de la société civile, sur base des communications qui leur seront présentées, de débattre utilement tant des défis majeurs que des opportunités d'un dialogue politique inclusif. Parmi les communications les plus attendues, figure celle qui porte sur le thème « Les partis politiques et le dialogue politique, comment renouer les liens pour éviter les tensions politiques ». Elle sera animée par 3 personnalités d'obédience opposée, Abraham Zinidoué, Mariama Baba Moussa et Eric Hundete. On prend la direction de la Liborie, remise d'importants lots de cartes aux sections communales de l'Union progressiste de la Liborie. Le bureau politique national de ce parti s'est prêté à cet exercice de ralliement de ses membres. L'activité s'est déroulée au siège départemental du parti à Kandi. Le reportage de Wenceslao Saroimon et Aziz Alaoui. L'Union progressiste poursuit son maillage du territoire national. Après le lancement officiel de la remise des cartes de membres au plan national, la coordination départementale de l'UP à Liborie n'attend plus longtemps pour donner à ses partisans la preuve physique de leur appartenance au parti. Ensemble, nous sommes forts. Et je crois que la première force politique aujourd'hui, c'est l'UP. C'est facile d'être premier, mais c'est difficile de se maintenir premier. Nous devons travailler pour que nous soyons vraiment à cette étape-là et avoir beaucoup d'autres victoires. Nous avons encore beaucoup de travail qui nous attend. Près de 22 000 adhérents confirmés sont concernés par cette opération. Elle va se dérouler dans les 6 communes du département. L'enjeu est donc de taille pour le parti du Baobab. Il est clair que cette distribution de cartes doit retenir notre attention dans notre département et dans toutes nos communes. C'est donc une nécessité pour appeler tout le monde, chaque leader politique, responsable à divers niveaux du parti pour sa réussite. Alors les défis qui nous attendent sont l'appartenance, le militantisme ainsi que la fidélité. Cette activité qui nous réunit est une activité importante que le bureau politique a décidé pour marquer la différence avec les autres formations politiques. Et c'est pour montrer que nous sommes véritablement le plus grand parti
et nous allons le demeurer pour longtemps grâce à votre participation. Grâce au militantisme, nous voulons que dans chaque arrondissement, que les militants progressistes se mettent ensemble pour agir, ensemble pour construire, ensemble pour gouverner. À l'issue de cette première opération de distribution, la situation des omis et celle des militants en retard vont être régularisées. Audience au Conseil économique et social, le président Augustin Tabué-Bian a échangé avec les membres les maires de Parakou et de Niki à la fin de l'audience. Les deux élus communaux nous ont confié l'objet de leur rencontre. Ils sont au micro de Stanislas Lepon et Louis Koudobo. Vous devez comprendre que nous sommes à la veille de la fête de Gani. C'est quand même très important qu'on vienne prendre des conseils chez lui. Donc, par rapport à l'organisation difficile de la Gani, avec le contexte de Covid, vous devez comprendre qu'on doit avoir beaucoup de problèmes parce qu'il y a des populations autochtones qui doivent venir vers nous pour fêter. Donc, papa nous a donné des pistes. Vraiment, on a beaucoup échangé. Et je crois que dès mon arrivée à Niki, je vais mettre tout cela en pratique. Cela me permettrait de contrer ce monde qui viendrait pour ne pas aller au-delà de l'expérience du gouvernement qui a voulu que la Gani se passe dans la sobriété. Aujourd'hui, maire de la commune de Parakou, j'ai jugé nécessaire de venir lui présenter les civilités et recevoir des conseils, les conseils d'un père à son fils. Et nous avons profité pour faire le tour d'horizon par rapport à la cité des Kogourou, par rapport à la gestion de la commune que nous avons à charge. Et nous avons reçu de lui de sages conseils, des conseils qui vont nous permettre de mieux diriger et d'avoir un comportement digne d'un fils bâton à la tête de sa communauté. Rendons-nous à présent à l'université d'Abomey-Calavi. Lancement ce mercredi à l'université d'Abomey-Calavi de la rentrée académique au titre de l'année 2020-2021. C'est à travers une cérémonie solennelle qui a réuni étudiants, enseignants et membres de l'équipe rectorale. Cette rentrée s'inscrit dans la droite ligne des actions menées pour la modernisation de l'université d'Abomey-Calavi. Le reportage de Gilles Dansou et Ramatou Lawani. Possession du corps enseignant qui annonce la rentrée universitaire ici au campus d'Abomey-Calavi. Le recteur Maxime Dacruz place cette rentrée sous le signe de la continuité des réformes engagées depuis quelques années. Des réformes qui feront de ce temple de savoir un haut lieu de recherche. Le représentant des étudiants fait quelques observations. Une année académique apaisée ici à l'UAC est bien possible si chaque acteur du système joue convenablement le rôle qui est le sien face aux sujets épineux de l'heure. Comme une traînée de poudre, nous avions appris avec amertume la mesure de 8 semestres qui vise à extirper à hauteur de 70% des étudiants à cause d'une ou deux UE sont bloqués en cycle licence. Malheureusement, cette mesure suicidaire d'exclusion réjouit plus d'un dans le rang de nos autorités. Si nous estimons collaborer ensemble pour un campus paisible, il faut qu'on le fasse en toute franchise. Le représentant du personnel administratif revient sur quelques acquis de l'année académique 2019-2020. L'établissement de l'assurance maladie à tout le personnel administratif, technique et de services de l'université d'Abomey-Calavi, et ce pour une année entière, ce dont on n'a plus jamais bénéficié. Il y a aussi un début d'assainissement du cadre de travail à travers le contrôle régulier de l'état de santé des vendeuses des centres commerciaux et la qualité des mets servis. La résolution de notre préoccupation relative au manque de locaux auxquels sont confrontés plusieurs services à travers le démarrage effectif des travaux de construction d'un nouveau bâtiment devant abriter le rectorat. Faire de l'université d'Abomey-Calavi un cadre de référence sous-régional, voire international, telle est l'ambition de l'équipe rectorale. L'ouverture vers un partenariat triangulaire
partenariat tripartite ensemble, Université du Sud et une Université du Nord. La généralisation de la délivrance des diplômes en anglais dans toutes les écoles et entités avec l'appui de STIPOL. L'Université d'Abomey-Calavi aura 50 ans dans quelques jours. Après 50 ans de formation et de recherche, je voudrais que la célébration du cinquantenaire de l'UAC soit perçue pour nous comme l'occasion de faire un bilan à mi-parcours et également l'occasion de valoriser nos résultats de recherche et les innovations réalisées et qui ont contribué au développement national. Remise d'attestation de félicitations à plus de 30 enseignants appelés à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 1er octobre dernier. Un mot de cinéma. Aujourd'hui, comme le 28 octobre de chaque année, se célèbre la Journée mondiale du cinéma d'animation. C'est une journée commémorative de la première projection d'un dessin animé fait le 28 octobre 1892. Quel est le processus de réalisation des dessins animés? FIFA Mère Salomé Atadeji nous en parle. Regardez. L'animation, une forme de cinéma dans lequel l'on donne vie à des objets inertes. En matière de cinéma d'animation, tout est possible. Le champ de l'imaginaire peut être complètement exploré et être fidèlement représenté en matière de films d'animation. Et c'est ce qui explique qu'on a des droits des scènes un peu fantaisistes dans la plupart des dessins animés. On se demande comment des personnages inexistants peuvent se mouvoir ou parler. Mais en réalité, il ne s'agit que d'une succession d'images fixes qui, en défilant très rapidement, créent l'illusion d'un mouvement. Ce qu'on fait, c'est juste tromper en fait l'œil humain. L'œil humain arrive à percevoir les images, 24 images par seconde en fait. Du coup, pour faire une seconde d'animation, on va faire se succéder 24 dessins qui vont donner l'illusion d'un mouvement. Et en fait, c'est ça qui permet de faire bouger ou justement de donner l'illusion d'un mouvement. Créer un film d'animation, tout part d'une idée inspirée de sources diverses. Ça varie d'un créateur à un autre. Moi, par exemple, ça peut être un sujet d'actualité sur lequel j'ai eu à opiner avec des amis. Ça peut être un livre qui m'a marqué. Ça peut être l'histoire d'une certaine personne. Ça peut être un engagement personnel. Et l'idée, dès qu'elle est conçue, franchit plusieurs étapes pour enfin donner vie à un film animé. J'aime pas les petites filles. À une jeune fille. De façon claire, la première étape, c'est déjà d'écrire les différents événements en fait, qui auront lieu dans le film d'animation. Une fois que l'histoire est en place et qu'on sait de quoi on va parler, alors on commence par fabriquer en fait les personnages. Donc on fabrique un certain nombre de personnages qui sont dans la Bible en fait du dessin animé qu'on veut faire. Donc c'est un ensemble donc, de personnages, des éléments, des décors et tout ça là qu'on fabrique. Voilà. Mais en même temps, on rassemble des équipes pour pouvoir gérer en fait les différentes animations. Donc c'est là qu'on appelle des animateurs. On les forme ou bien ils sont déjà des spécialistes qu'on appelle. Et eux, ils s'occupent de chaque personnage et ils leur donnent vie à travers donc une organisation stricte du dessin de manière à ce que ils puissent les rassembler en fait dans des scènes. Ça fait un sacré bout de temps que nos adeptes ne sont plus venus nous tuer au moins un poulet. Il y a l'animation test où on prend déjà des comédiens de voix, des doubleurs de voix qui vont poser des voix sur des dessins pas totalement terminés. Mais c'est juste pour voir comment est-ce que l'action va se dérouler, le temps, l'intonation et tout ça. Et juste après ça, maintenant, il y a le plus gros travail qui est le clean, donc le nettoyage, qui consiste à travailler tout le dessin, le rendre propre jusqu'à la conception finale maintenant du film d'animation. Tout un processus qui nécessite investissement, attention, détermination et patience. Il y a des films d'animation qui prennent 10 ans de réalisation, rien que de l'écriture jusqu'au produit fini, ça prend 10 ans. Et c'est dire combien de travail il y a, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui travaille, c'est toute une équipe
Il faut tout faire pour coordonner tous ces gens-là, mais aussi il faut tout faire pour que le projet du début jusqu'à la fin puisse tenir en fait la logique. Donc c'est vraiment un investissement de temps monstrueux, mais aussi un investissement de personnes également. Ça demande beaucoup de travail, de la patience, parce que chaque fois que le dessin doit bouger d'une certaine manière, il faut caler en fait le début de l'action, la fin de l'action, et effectivement observer de manière à ce que ce soit logique et ça puisse raconter une histoire. C'est ça encore la plus grande complexité en fait du dessin animé. Sensibiliser, informer ou divertir tout simplement, le dessin animé ou film d'animation est parfois le meilleur moyen de faire passer tout type de messages. Les informations du Bénin, la Guinée tente de sortir de la crise post-électorale née de la dernière présidentielle. La commission de médiation demande le libre accès au domicile du leader de l'opposition. C'est l'une des informations contenues dans la page internationale de cette édition, une compilation signée Herman Rodrigamega. En Côte d'Ivoire, Kouadio Konan Bertin, dit Kakabe, un des candidats à l'élection présidentielle, a appelé les électeurs à voter alors que l'opposition a mis la pression sur le pouvoir en prônant un boycott actif du processus électoral. Vous voulez mettre un terme à la gouvernance de Alassane Ouattara. C'est votre droit et c'est tout à fait légitime. Mais je vous propose de le faire dans les urnes le 31 octobre. Plutôt que d'aller dresser des barricades pour essuyer des balles, plutôt que d'aller jeter des pierres aux policiers, aux gendarmes, pour les accuser par la suite de meurtre, allons aux urnes. Dissident du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principale formation d'opposition, il a été temporairement exclu de sa formation pour s'être présenté contre le candidat du parti unique, l'ancien président Henri Konan Bédié, 86 ans. La médiation internationale en Guinée exhorte les autorités à lever le dispositif de sécurité qui empêche l'accès au domicile du chef de l'opposition et au siège de son parti après 8 jours de violence qui ont suivi la réélection contestée du président sortant, Alpha Condé. La délégation a regretté les actes de violence post-électorale qui ont occasionné des pertes en vies humaines et des destructions de biens publics et privés. Elle exprime ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les Tanzaniens ont voté ce mercredi pour élire leur président et député. Le chef de l'État sortant, John Magufuli, surnommé le bulldozer, affronte l'opposant Tundu Lissu sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar. Coutumier des violences électorales, la situation était nettement tendue ce mardi. Le candidat de l'opposition, brièvement interpellé, accuse les forces de sécurité d'avoir tué 10 personnes, ce que dément la police. Plus de 29 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en Tanzanie continentale et 556 000 sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar, qui constituent ensemble la République unie de Tanzanie. Résurgence de violence à Philadelphie aux États-Unis. Dans la nuit de lundi à mardi, le quartier de West Philadelphia a été tendu après la mort d'un homme identifié comme Walter Wallace Jr., 27 ans, abattu en pleine rue par 2 policiers. Ces derniers ne semblaient pas en danger imminent selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux. 30 policiers ont été laissés, mais une policière restait hospitalisée mardi, la jambe cassée, après avoir été renversée délibérément par une camionnette, a précisé la responsable de la police de la ville. Au moins 91 personnes ont été arrêtées, dont 76 pour cambriolage, a-t-elle précisé. Les 2 policiers impliqués, suspendus dans l'attente des résultats d'une enquête menée par la police et le procureur local, étaient arrivés sur les lieux après un appel mentionnant une dispute familiale et parlant d'un homme avec un couteau. Pour maintenir l'ordre dans cette métropole devenue l'un des principaux champs de bataille électoraux entre républicains et démocrates, la police n'exclut pas de recourir à la garde nationale. En Espagne, Josep Maria Bartomeu et sa direction démissionnent. Le président du FC Barcelone cède ainsi à la pression des socios. Mais avant de faire ses adieux au club culé, Bartomeu a annoncé que le club a accepté de participer à une Super Ligue européenne. Mais il précise
que la décision de participer à cette compétition devra être ratifiée par l'Assemblée des représentants des socios du Barça. Il s'agit de la première confirmation officielle de l'existence de ce projet de ligue fermée réservé aux cadors du continent, vieille lubie du foot européen. Les contours de la nouvelle mouture en date ont été dévoilés par la presse britannique la semaine dernière. Sky Sport a révélé ce 20 octobre que les négociations en vue de la création de cette nouvelle compétition, qui serait directement rivale des compétitions européennes déjà existantes, comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa organisées sous l'égide de l'UEFA, seraient sur le point d'aboutir. Ce journal sur FM, vous pouvez le revoir sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.